Il n'y a rien de plus personnel, de plus intime et de plus singulier que d'avoir un désir d'enfant. Le handicap n'y change rien et pourtant cela change tout. Avoir un enfant donne un statut, une raison de vivre, un projet de vie à la personne et ou au couple qui le désire. Devenir maman quand on a un handicap physique, c'est une décision importante qui nous expose à un parcours rempli d'obstacles et de jugements de notre société. Nous allons essayer de vous faire comprendre le vécu de ces femmes handicapées physiques qui ont été au bout de leur rêve, celui de devenir mère. Mais donc, je m'appelle Lucie, je suis une maman de 3 enfants et je suis mariée avec Tom, qui est lui-même malentendant. Et voilà, on forme aujourd'hui une famille de 5 personnes. Et à côté de ça, je travaille pour Horizon 2000. Je suis formatrice, animatrice euh, pour parler du handicap, essayer de sensibiliser, de me donner une meilleure image de la personne handicapée dans la société. Je m'appelle Sophie, j'ai 43 ans maintenant. Donc je suis paraplégique depuis l'âge de 2 ans, suite à un accident de voiture. Et donc maintenant, actuellement, je suis mariée avec Bernard. Et nous avons 2 enfants, Mehdi qui a 12 ans et demi et Adèle, 4 ans et demi. Et donc Mehdi que j'ai eu adopté avant de rencontrer Bernard et Adèle que nous avons eu de manière biologique ensemble. Voilà. Donc, je suis Christelle Luc, je travaille donc pour la SPH de Liège. Je suis référente pour la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Je travaille donc sur ce projet depuis 2013. De la vie affective et sexuelle, on est parti sur le sujet de la parentalité des personnes en situation de handicap. C'est un projet qui nous tient fort à cœur au niveau de la SPH. Alors, une notion importante que je voulais aborder, c'était le fait que de devenir parent, en fait, c'est lié à la survie de l'espèce et que c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est un peu le défi de l'espèce humaine, en fait, cette reproduction, cette survie de l'espèce. Et donc, c'est donc dans nos gènes. Pour les personnes en situation de handicap, c'est la même chose. Et donc, c'est aussi autre chose que lié à la survie de l'espèce, c'est aussi un acte fondateur pour chaque individu, pour l'être humain, pour le fait d'avoir un statut dans la société, une raison de vivre, un projet de vie, que ce soit pour la personne, la maman en situation de handicap ou le papa. Et donc ça, c'est très, très important. Il n'y a rien de plus personnel, de plus intime que cette question de désir d'enfant et il n'y a rien de plus singulier. Donc chaque personne, chaque couple a une idée derrière le projet de désir de parentalité. Le handicap, en fait, n'y changera rien. Et pourtant, pour eux, cela change tout. La parentalité des personnes handicapées, c'est encore tabou. Enfin, je veux dire, déjà le fait que les personnes, enfin les femmes handicapées aient une vie de couple, enfin déjà ça paraît allez, assez tabou. Et puis le fait d'avoir des enfants est d'autant plus tabou. Et alors, c'est vrai que quand j'ai décidé d'adopter Mehdi alors que j'étais encore célibataire, et donc une femme handicapée seule, je vais dire, voilà, ça c'était un peu quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Je pense que ça évolue positivement, mais qu'il y a encore quand même un tabou qui existe, que les femmes handicapées elles-mêmes n'osent peut-être pas passer le pas parce qu'on a toujours encore l'image dans la société que pour une femme handicapée, c'est quelque part pas possible d'être maman et que la société n'imagine pas que ce soit faisable parce que dans la société encore actuellement, il faut être un peu dans le moule, il faut être un peu comme tout le monde. Et donc, quand on a un handicap, ce n'est pas vraiment le cas. Et donc, quelque part, je pense que les femmes handicapées elles-mêmes se mettent aussi des freins du fait de l'image qu'elles renvoient de la mère qui n'est pas parfaite, entre guillemets. C'est toujours un peu tabou, le désir de parentalité et la projection vers le projet de la parentalité. Bien sûr, maintenant, il y a quand même des fameuses avancées depuis quelques années en termes de droit à la vie affective et sexuelle et à la parentalité pour ces personnes. La société garde toujours un regard un peu craintif, un peu jugeant sur ces personnes.
même si, voilà, comme je l'ai dit, on voit une évolution positive. Les représentations, les préjugés arrivent déjà à la base sur la vie affective et sexuelle. Est-ce que ces personnes ont une vie sexuelle? Comment est-ce possible qu'une personne avec une déficience physique puisse avoir une vie sexuelle? Donc, c'est déjà un premier tabou et une première difficulté à passer. Alors, le désir d'être maman, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Je pense que je me souviens depuis que j'avais 3-4 ans, je m'imaginais déjà maman à m'occuper d'enfants et tout ça. Donc, c'est un désir que j'ai toujours eu depuis toute petite. Et je me suis toujours dit qu'un jour, j'aurais des enfants. Ça faisait vraiment partie de mon projet de vie depuis toujours. Et puis, ça s'est concrétisé quand j'ai rencontré le papa, parce qu'il fallait trouver quelqu'un pour pouvoir avoir des enfants qui soient dans le même projet que moi. Et donc, c'est quand je l'ai rencontré lui que ça s'est vraiment concrétisé. Et je pense aussi que mes parents m'ont toujours projeté dans l'idée que c'était possible. Depuis que je suis toute petite, ils m'ont toujours parlé en me disant si un jour tu as des enfants. Donc pour eux, c'était concevable aussi. Donc je pense que ça aussi, ça m'a permis de me projeter dans le fait que ce désir d'enfant était possible, était réalisable. Et puis c'est une fois que j'ai rencontré Tom que je me suis dit vraiment que c'était possible et que ça allait pouvoir se concrétiser. Oui, oui, clairement, ça fait partie de mon épanouissement en tant que personne, je vais dire. Comment ça, j'étais déjà une personne à part entière, mais je veux dire, là, ça me complète, si je puis dire ça, d'être en couple et deux, d'être maman. Voilà, c'est différents rôles qu'on peut, que je peux jouer en tant que femme et femme, mère, épouse. Voilà, c'est. Alors, mes amis très proches ont toujours été très positifs, très contents pour moi, voilà, comme pour beaucoup de gens quand on annonce une bonne nouvelle. Mes parents aussi, vraiment, les gens qui me connaissent très bien, mon frère était vraiment très content pour moi, sans aucune inquiétude vraiment, je pense, en se disant que voilà, c'est quelque chose de naturel et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et donc, voilà, très positivement. Les gens qui étaient un peu plus éloignés de moi, me connaissant un peu moins, avaient plus des questionnements de se demander un petit peu comment j'allais faire pour m'occuper de mon enfant. C'était plus ça vraiment la question, mais enfin, comment est-ce que tu vas faire? Voilà. Et donc, voilà, je sentais un petit peu comme si c'était compliqué, ça allait pas être possible. Derrière cette question-là, je ressentais un peu ce ressenti-là de se demander, de se dire, voilà, c'était peut-être compliqué pour moi de m'occuper d'enfants, quoi. Je veux dire, il y a eu différentes réactions à différents moments, quoi. Je veux dire, parce que forcément, l'adoption, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est un long processus. Et donc, je l'ai dit je l'ai dit dans ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, au début du processus d'adoption. Donc, clairement, on n'est pas du tout sûr que ça va aboutir et qu'on va pouvoir adopter. Et donc, c'était mitigé, je vais dire. Je pense qu'après coup, je peux dire que ma maman, elle avait vraiment des craintes que, voilà, que ça n'aboutisse pas et que ce serait, voilà, que ce serait peut-être dur pour moi si ça n'aboutissait pas, quoi. Je veux dire que c'était vraiment un projet que j'avais vraiment, qui me tenait à cœur. Mais bon, ça a fait son petit cheminement aussi dans ma famille. Il a fallu voilà, qui voit que ça se faisait vraiment et que Mehdi est arrivé, voilà. Et puis le reste, après, quand j'ai rencontré mon mari, donc là aussi, voilà, se dire qu'en tant que femme, on est capable de séduire, on est capable de rencontrer quelqu'un, de fonder un couple et une famille. Et puis alors, très vite, on a décidé d'avoir un deuxième enfant, mais alors là, biologique. Et donc là, c'est vrai que c'était une autre étape. Et donc, les gens sont parfois surpris de se dire, ah, elle peut être enceinte, ah bon, et l'enfant ne va pas être handicapé. Enfin, vrai,
parfois c'est des bêtes questions. Les gens pensent que parce qu'on a un handicap, enfin, ils ne savent pas quel type de handicap toujours. Ils ne savent pas si c'est héréditaire ou pas. Enfin, voilà, il y a vraiment des questions bizarres qui peuvent surgir. Mais bon, voilà, enfin, on répond et puis on passe son chemin. Après, on se pose toujours toutes sortes de questions sur les compétences parentales, sur la capacité d'autonomie des parents, le risque lié à la sécurité. Est-ce qu'une maman ou un papa en situation de handicap serait capable d'assurer la sécurité de leur enfant en bas âge alors qu'il a une mobilité réduite? Et puis, il y a aussi toutes les questions éthiques au niveau du risque de transmission du handicap. Est-ce que la personne en situation de handicap ne va pas transmettre le handicap à son enfant, alors que pour toute une partie des personnes en situation de handicap, ce n'est pas quelque chose de génétique, leur difficulté, et qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait une transmission aussi simple. Et s'il y a transmission possible, toute une série d'examens peuvent être faits en amont pour vérifier s'il y a vraiment des risques ou pas et quel est le pourcentage de ce risque-là. Donc, je ne pense pas que ce soit un manque de considération de la personne en situation de handicap de la part de la société ou de la population. C'est plus des craintes, pour moi, qui sont encore bien ancrées sur le fait qu'ils sont en situation de handicap, donc ils ont déjà des difficultés au quotidien et on va rajouter dans cette vie qui n'est pas toujours simple, une vie d'un enfant qui a des besoins qui sont vraiment très, très, très important et où le bien-être de l'enfant et les droits de l'enfant sont toujours mis en priorité. Je pense que pour tout le monde, une grossesse, c'est fatigant. Sans doute d'autant plus pour moi, étant donné qu'il y a déjà le handicap. Donc voilà, maintenant, je ne sais pas comparer non plus par rapport à quelqu'un d'autre. C'est plus fatigant, moins fatigant, c'est difficile à dire, mais je pense que la fatigue joue quand même. En dehors de ça, voilà, j'ai eu tous les petits désagréments qu'on peut avoir dans une grossesse, comme n'importe qui peut avoir, des nausées, mal au dos, des choses comme ça, que tout le monde a un peu. Donc voilà, je pense, oui, avoir vécu plutôt une grossesse un peu comme tout le monde. Je n'ai pas eu de difficultés particulières, en tout cas. Ma gynécologue à moi, elle est très... Voilà, je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai choisie et que c'est toujours celle que je garde, parce qu'il y a un feeling qui passe bien aussi par rapport au handicap. J'ai eu l'impression justement qu'elle me considère toujours comme une femme comme les autres, avec bien sûr une spécificité. Donc elle est présente en me disant, par exemple, la première fois que j'ai été enceinte, elle m'a dit si vous avez besoin d'aide pour mettre des choses en place à la maison, mais je peux vous aiguiller vers le service social de l'hôpital si vous avez besoin, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas, etc. Donc toujours que je sentais qu'il y avait une présence, mais sans exagérer. Et elle est aussi très naturelle avec moi, avec un peu d'humour, etc. Par exemple, quand je vais la voir à l'hôpital et que je dois aller en consultation, parfois c'est elle qui vient, donc elle vient me chercher dans la salle d'attente et elle doit me donner le bras pour que j'aille jusqu'à son cabinet. Et souvent, c'est elle qui me prend le bras alors que je préfère prendre son bras. Et à chaque fois, elle se trompe. Et donc, elle m'avait dit, au bout de la 10e grossesse, je saurais comment il faut faire, par exemple. Voilà, mais c'est très naturel, sa manière d'être, et je trouve ça très, très agréable. Oui, enfin là, c'est un peu la peur de l'inconnu parce que voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer. La crainte de la grossesse, est-ce que je pourrais arriver à terme? Est-ce que je devrais être couchée pendant toute ma grossesse ou pas? Voilà, c'était des questions que j'avais et ma gynécologue qui me suivait, voilà, n'avait jamais eu de femme paraplégique qui avait été enceinte, mais vraiment, elle s'est renseignée, enfin, elle m'a vraiment bien suivie, elle me suivait très, très régulièrement. On n'a presque pas pris de précautions, je veux dire, j'ai continué ma vie assez normalement. Jusqu'au bout de ma grossesse. Donc, je n'ai pas dû rester alitée. J'ai continué à avoir une vie plus ou moins normale. Voilà, après, tous les petits soucis de femme enceinte aussi qui peuvent exister. Mais donc,
voilà, même si elle n'avait jamais suivi de personne dans ma situation, elle était vraiment, enfin, elle s'est vraiment bien renseignée. Je veux dire, par rapport à l'adoption, tu vois, ben, enfin, voilà, cet enfant-là, on le porte dans son cœur, on le porte pas dans son ventre, forcément. Moi, je dis, dès qu'on a le projet d'adoption, on porte cet enfant-là. Mais contrairement à la grossesse, ben voilà, on ne sait pas quand est l'issue, quoi. Une grossesse, ben, c'est 9 mois normalement, et voilà. Mais donc là, ben, c'est vrai que tu ne sais pas à quel moment ça va aboutir. Donc, c'est assez particulier. L'accompagnement pendant la grossesse, c'est souvent problématique, surtout quand les parents ou les futurs parents ne sont plus accompagnés depuis de nombreuses années parce qu'ils étaient autonomes. Et donc, retrouver un service d'accompagnement disponible n'est pas toujours aisé car il y a de longues listes d'attente pour être accompagné. L'accompagnement après la naissance, ben, il faut trouver des solutions. Donc, surtout si le parent ou les parents ont besoin d'aide en lien avec leur handicap. Donc, si certains actes ne peuvent pas être faits, ben, comment va-t-on faire pour pouvoir suppléer à ça? Surtout la nuit, si la maman est seule ou le papa est seul avec le handicap, ben, il n'existe pas de service qui fait du 24 heures sur 24 pour pouvoir aider les parents dans tous ces actes-là. Est-ce que je pouvais aller chercher de l'aide parce que voilà, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui m'aiguille un petit peu sur les possibilités, ce qui existait et tout ça parce que je ne connaissais pas du tout. Et donc j'ai pensé aller voir le service Solival. C'est un service qui dépend de la mutualité chrétienne, mais il y en a d'autres dans d'autres mutualités, je pense, ou d'autres services qui existent, où là, on peut aller voir du matériel adapté pour la maison. Ça peut être l'adaptation de la salle de bain, de la cuisine, des trucs pratiques, du matériel pratique pour pouvoir se débrouiller. Et donc, je suis allée les voir. Et quand je suis allée les voir, ils m'ont dit, c'est la première fois qu'on a une demande d'une maman handicapée. Donc, on n'a pas encore de matériel déjà prêt ou déjà pensé, mais on va vous aider à réfléchir ensemble à ce qui pourrait vous convenir. Et donc, c'est une ergothérapeute de ce service qui m'a aidée à trouver des solutions, qui m'a proposé des choses. Et puis, moi, j'ai dit, voilà, ça me convient, ça me paraît faisable, ça me paraît compliqué. Et puis, ma maman aussi m'a pas mal aidée parce que je me suis dit, s'il y en a une qui est bien placée, c'est peut-être elle, puisqu'elle me connaît bien et en plus, elle a eu aussi des enfants, donc elle sait ce que c'est de devoir s'en occuper. Et donc, je lui ai aussi demandé conseil sur voilà, des choses qu'elle pensait plus pratiques pour moi ou quoi. Et puis, bien sûr, Tom, qui a aussi un esprit très pratique et qui me connaît, donc qui m'a aussi donné des trucs et astuces. Et donc, avec tout ça ensemble, on a réussi à trouver ce qui me convenait pour le quotidien. Le lit d'Adèle donc, était surélevé, mais je veux dire, c'était pas un lit spécialisé, quoi. C'était vraiment dans un matériel de périculture classique. Son parc, c'était la même chose. Sinon, c'est vrai qu'on avait trouvé un relax à ma hauteur. Enfin, voilà, c'était des choses qui étaient plus hautes, mais sinon vraiment spécifiques, on n'avait pas. La baignoire, c'était une baignoire sur pied. Et donc, on avait un peu coupé les pieds de la baignoire pour que ce soit plus bas, pour que ce soit à ma hauteur. Sinon, c'est vrai que le reste, c'était assez classique, quoi. Je veux dire, j'ai pas fait appel à un service spécialisé pour me trouver du matériel spécialisé. J'ai été dans un magasin classique, quoi. Pour Noémie, ça m'avait frappé que j'avais l'impression qu'elle s'était mise pour me déranger le moins possible physiquement. J'avais très peu de ventre, vraiment, et j'ai l'impression qu'elle s'est mise pour m'empêcher le moins possible de me déplacer, etc., et qu'elle s'était installée comme il fallait pour ne pas m'embêter, quelque part. Et puis, à la maternité, il fallait leur donner leur bain, les puéricultrices ou les sages-femmes me disaient souvent que mes bébés, c'était plus tonique que les autres. Donc, plus vite, ils avaient comme de la force pour mieux se tenir et tout ça. Et par exemple, aussi, quand je lui donnais le bain à Noémie, la puéricultrice m'avait dit, on voit qu'elle se met dans une position qui n'est pas habituelle pour les autres bébés, comme pour vous aider à mieux la tenir, quoi. Et donc, je pense qu'ils sentent très vite qu'il y a quelque chose et qui s'adapte naturellement. Maintenant, elle a 4 ans et demi.
Et donc, elle est super autonome. On se demande pourquoi. Mais voilà, j'ai envie de dire que les enfants, ils s'adaptent en fait aussi très très vite et ils comprennent très vite. Et ça, bah, c'est vrai que j'ai eu la chance de la connaître, bah, voilà, bébé. Et, et après coup, bah, je me dis, bah oui, j'aurais très bien pu adopter un bébé, mais bon, à ce moment-là, je n'en avais pas la conscience, je ne pensais pas que j'en serais capable. Mais elle, même toute petite, enfin, je veux dire, elle se mettait parfois dans une position qui m'aidait, ben, que ce soit pour la mettre dans son lit ou la sortir du lit. Une fois qu'elle a tenu assise, ben, voilà, elle m'aidait aussi à sa manière. Enfin, et puis, ben, très vite, les quelques fois où j'étais un peu en difficulté, c'était par exemple si elle était à terre et qu'elle ne marchait pas encore. Ben là, je ne savais pas toute seule la prendre, la soulever du sol. Euh, mais donc, assez vite, en fait, elle est passée de la position assise à la position debout. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a très vite compris que, bah voilà, quand elle était assise par terre, je ne savais pas la prendre, quoi. Et donc voilà, je pense qu'elle m'a vraiment aidée. Donc, ces parents ont des compétences, des ressources, des capacités d'adaptation et sont souvent très clairvoyantes par rapport à leurs capacités et surtout leurs limites. Leur projet de parentalité est souvent un projet mûrement réfléchi en couple depuis de nombreuses années et je pense que dans le témoignage, Lucie et Sophie le prouvent bien. Ça n'a pas été fait sur un coup de tête, ça n'a pas été un accident, ça a été vraiment quelque chose qui a été réfléchi mûrement. Mais toutes les situations ne fonctionnent pas aussi bien. Il peut y avoir des situations beaucoup plus complexes, surtout quand les parents sont seuls ou la maman est seule. Donc, ils sont souvent alors confrontés à un parcours du combattant dont on ne connaît pas l'issue. Donc, c'est vrai que ces personnes bénéficient souvent d'une protection qu'on va appeler rapprochée. Il y a toujours un tiers qui est là pour les aider ou pour être là en cas de besoin, que ce soit de la part de l'entourage proche de la famille, hein, que ce soit la famille, les amis, ou alors des professionnels comme des services d'accompagnement ou d'autres professionnels. Et ce regard, en fait, que l'on porte sur elles peut un peu les surhandicaper par moment, peut peut-être remettre en question leur projet de parentalité parce qu'ils ont peur de tout un tas de choses qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Et c'est vrai que parfois, il faut pouvoir passer et franchir le pas pour pouvoir répondre à ses besoins et à ses désirs profonds qui, je le rappelle, est dans nos gènes de toute façon, de tout un chacun. Alors, le séjour à la maternité est souvent décisif, surtout pour les mamans seules ou peu entourées, et ça présente pas mal de difficultés. Donc, l'équipe médicale a très peu de temps pour évaluer les capacités et compétences parentales des parents, et ils ne peuvent pas prendre de risques pour l'enfant parce que c'est vrai que le droit des enfants et le bien-être de l'enfant doit rester une priorité, quoi qu'il arrive. Donc, cette évaluation, en fait, se fait souvent sur base d'observation et sans connaître la situation de handicap de la famille. Et donc, parfois, observer une maman en situation de handicap à la maternité qui n'est pas dans son environnement habituel peut donner une mauvaise indication sur les capacités réelles de la maman. Et donc, c'est vrai que ça peut fausser les choses. Et donc, il est important que l'équipe médicale soit sensibilisée au handicap pour ne pas justement partir sur des jugements ou une évaluation qui pourrait être négative alors qu'elle pourrait être positive donc dans le domicile, dans l'environnement habituel de la personne. Donc, certains futurs parents et parents doivent faire vraiment leurs preuves pour pouvoir s'occuper de leur enfant, bien plus que les parents sans handicap. Ben, je crois que si vous avez envie d'être maman, si c'est votre projet, si vous êtes seul, en couple, et, enfin voilà, vraiment, c'est quelque chose qui vient du fond, du cœur, du fond des tripes. Et voilà, il faut vraiment croire en vos capacités. Vous êtes une personne à part entière. Et voilà, enfin, si vous êtes bien entouré aussi, parce que bah, c'est vrai que l'entourage, ça joue quand même beaucoup. Mais il faut croire en vous et vous serez une formidable maman. Voilà. Alors, chaque situation est particulière, mais j'aurais envie de dire qu'il faut oser parce que je pense que, comme je disais tout à l'heure, le fait que dans la société, on n'imagine pas qu'une femme handicapée puisse être maman, il y a beaucoup de mamans qui n'osent pas passer le pas.
et que c'est tout un cheminement. Et donc, si on a envie, ben, on peut se renseigner. On peut aller voir un gynécologue, on peut aller voir des services d'aide pour avoir du matériel. Donc, il faut s'informer, mais il faut oser passer le pas, je pense, de se renseigner et de voir ce qui est possible ou pas. Mais en tout cas, j'aurais envie de dire ça, oser passer le cap.